Il y a tellement de choses à dire sur la rupture. Déjà, la première chose importante à comprendre, c'est qu'une rupture, c'est pas juste une peine de cœur, c'est un choc pour le cerveau. Parce que c'est un bouleversement à plusieurs niveaux. On perd d'un coup une personne, une routine, des habitudes, des repères émotionnels. Et ça a un impact sur le plan biologique puisqu'à cause de la rupture, on subit un manque brutal d'ocytocine et de dopamine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement ou encore de la sécurité émotionnelle. Donc quand la relation s'arrête, on perd ce sentiment de sécurité et de lien qui était activé et libéré par les câlins, les contacts physiques, le fait de se sentir choisi. Pareil pour la dopamine qui, dans la relation, était activée par le fait d'attendre un message, de voir le nom de l'autre s'afficher sur le téléphone, d'imaginer le prochain moment ensemble. Alors quand tout s'arrête, c'est aussi tout le système d'attente et de projection qui s'effondre. Résultat, le cerveau panique, il focalise sur ce qui manque, il cherche à comprendre, à réparer, à revivre. C'est un mécanisme de survie. D'ailleurs, des études en neurosciences montrent que lors d'une rupture, les mêmes zones cérébrales sont activées que lors d'un manque à une substance addictive. Donc une rupture, ce n'est pas juste émotionnel, il se passe aussi des choses dans le corps. Exactement. On parle souvent de la douleur émotionnelle, mais ce n'est pas juste dans la tête. La douleur d'une rupture est réelle dans le corps. Des études en neurosciences à nouveau ont montré que le rejet et la séparation activent les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Donc c'est pour ça que tu peux avoir mal à la poitrine, mal au cœur, la gorge serrée, le ventre noué, l'impression d'avoir pris un coup. En fait, c'est pas une image, c'est vraiment ton cerveau qui traite ce que tu vis comme une vraie douleur. Donc tu peux te sentir vidé, tendu, épuisé parce que ton système nerveux est en train de gérer la perte. C'est important de se dire clairement qu'une rupture, c'est un deuil. Que ça fasse 15 jours ou 6 mois que c'est terminé, c'est normal et c'est OK si tu n'as pas encore réussi à passer à autre chose ou à l'oublier. En fait, tu es en train de faire ton deuil de la relation. Et un deuil, c'est une multitude d'émotions complètement contraires les unes aux autres qui vont te traverser, et ce parfois plusieurs fois, en même temps et dans n'importe quel ordre. Et tu peux ressentir entre autres de la tristesse profonde, de la colère, du déni, l'envie de négocier ou marchander, et puis l'acceptation. Et ce qui est bien de se rappeler dans ces moments-là, c'est que ces émotions sont temporaires. C'est un passage et pas un état permanent. Donc si tu traverses actuellement une rupture, rappelle-toi d'être doux ou douce avec toi. Si tu veux pleurer, pleure. Au contraire, laisse sortir ce qu'il y a à sortir. Pleurer permet d'extérioriser et les larmes émotionnelles contiennent du cortisol, l'hormone du stress. Donc pleurer permet littéralement de se décharger physiologiquement. Autorise-toi vraiment à ressentir, à ne pas te juger, à ne pas te culpabiliser. Juste laisse passer. En moyenne, on a plus de 60 000 pensées par jour et plus de 90% d'entre elles sont les mêmes que la veille. Et quand on traverse une rupture, le cerveau se met à ruminer puisqu'il cherche une solution à un problème, mais qu'il n'y arrive pas. On dit que le temps guérit tout, mais malheureusement, il ne suffit pas dans le cas des ruptures. Sans changement de notre part, le cerveau réactive les mêmes circuits encore et encore. D'où le fait que certaines personnes peuvent se retrouver bloquées des mois ou des années après une rupture. Arrêter d'y penser ne peut pas être une simple décision, c'est un entraînement. Et il faut aussi mettre en place de bonnes pratiques pour ne pas entretenir la rumination. Et je mets des guillemets à arrêter d'y penser parce que pour moi, l'idée n'est pas tant d'arrêter d'y penser, mais plutôt de faire en sorte qu'y penser ne fasse plus aussi mal. Déjà, il y a une chose importante à comprendre. Le cerveau, il met en moyenne 8 à 12 semaines pour commencer à désactiver un lien d'attachement. Mais il y a une condition, qu'il n'y ait plus de stimulation constante. C'est-à-dire relire les conversations, regarder les photos, surveiller son profil sur les réseaux sociaux, garder tous les souvenirs sous les yeux, etc. Je sais, c'est difficile, mais en continuant à faire ça, en fait, tu actives la mémoire émotionnelle, la dopamine et surtout l'espoir implicite du «et si». Et à chaque fois, c'est une microdose de manque. C'est pour ça qu'on parle souvent du contact zéro. Et c'est pas une punition, mais le cerveau, il a besoin de sécurité prévisible pour se calmer. Et lorsqu'on entretient un contact de temps en temps, on empêche en fait la désactivation du système d'attachement. Donc évidemment, le contact zéro n'est pas toujours possible quand il y a des enfants ou quand on se voit tous les jours au travail, mais il faut s'obliger à faire la différence entre un contact nécessaire et un contact émotionnel inutile. C'est-à-dire rester sur des échanges factuels, centrés sur les enfants ou sur le travail, mais sans discussion personnelle, sans replonger ni reparler de l'histoire. Parce que même un petit échange émotionnel peut suffire à relancer la machine. Autre chose qui est important aussi dans le processus de guérison, c'est de ne pas alimenter ou d'entretenir de rancœur. Pour moi, c'est essentiel de réussir à faire la paix avec l'autre, avec ce qui s'est passé et surtout de se pardonner à soi si jamais on s'en veut.
Et je précise que faire la paix avec l'autre ne veut pas dire être d'accord avec ce qu'il ou elle a fait, mais c'est simplement accepter que ça s'est passé. Il y a aussi un truc dont on ne parle pas assez et qui impacte énormément la façon dont on gère les ruptures aujourd'hui. C'est le fait qu'on vit dans une société où tout va vite et où tout est fait pour nous éviter l'inconfort. Quand on a faim et qu'on n'a pas envie de cuisiner, on commande. Quand on n'aime pas ce qu'on voit, on scrolle. Et quand on a besoin de quelque chose, on commande en ligne, sans sortir de chez soi, et ça peut arriver dès le lendemain. Même Netflix modifie la façon dont on consomme les films. Donc en fait, on n'est plus habitué à l'attente et à l'impuissance. Et une rupture, c'est exactement ça. C'est une situation où on ne peut rien forcer. Tu ne peux pas accélérer le processus, tu ne peux pas réparer, tu ne peux pas résoudre. Et ça, pour le cerveau moderne, c'est extrêmement frustrant. Il faut réussir à accepter qu'il y a des processus qui prennent du temps. Si, bien sûr, il y a plein de choses qui permettent d'accompagner le processus de guérison. Premièrement, il faut faire attention à son dialogue intérieur et s'auto-écouter. Dès qu'une pensée arrive, dire stop à voix haute. Ou changer physiquement de posture, boire un verre d'eau, respirer, ça permet de casser l'automatisme. Deuxièmement, remplace la pensée qui fait mal par une pensée plus porteuse, afin de créer un nouveau chemin neuronal et d'affaiblir progressivement l'ancien. En moyenne, il faut 21 à 66 jours pour créer une nouvelle habitude neuronale. Pas pour oublier, mais pour ne plus réagir de la même façon. Troisièmement, tu peux aussi écrire ce que tu ressens. Une étude montre qu'écrire sur ses émotions plusieurs jours de suite permet de diminuer le stress physiologique, les ruminations et les symptômes anxieux et dépressifs. Ça te permettra pas d'aller mieux tout de suite, mais ça te permettra de soulager ton mental. Quatrièmement, le sport et le mouvement. Les études montrent que dans certains cas, le sport régulier est aussi efficace qu'un antidépresseur léger à modéré. 20 à 30 minutes de mouvement, sport ou marche permettent de diminuer le stress, calmer le mental et sortir de l'agitation intérieure. Cinquièmement, les activités manuelles. Faire des activités répétitives et concrètes, comme du ménage, de la cuisine, la pâtisserie, des puzzles, etc. Ça aide ton cerveau à arrêter de chercher le danger partout et à se calmer. Sixièmement, entoure-toi, ne reste pas seul. Parle à une personne de confiance, à un ami, un proche, à un professionnel si besoin. Et si parler est trop difficile, écris au moins, mais s'il te plaît, ne garde pas tout à l'intérieur parce que c'est vraiment contre-productif. Septièmement, concentre-toi sur toi et fixe de nouveaux objectifs. Ça peut vraiment aider ton cerveau parce que ça va recréer de la dopamine saine, te donner de nouvelles projections et une nouvelle direction. Essaie aussi de te créer des petits rituels pour te reconnecter à toi et pour réapprendre à être bien seul. Une rupture, c'est compliqué à vivre, c'est vrai. Mais il faut aussi se rappeler que la fin de quelque chose marque toujours le commencement d'une autre. Aujourd'hui, tu es peut-être concentré sur ta peine, sur ta douleur, sur la fin de ton histoire. Mais de l'autre côté de tout ça, il y a aussi le renouveau, l'espoir, de nouveaux départs et l'amour. Si la vie a fait en sorte que cette étape se termine, ce n'est pas pour rien. Et pense aussi au fait que, en ce moment même, un nouveau toi et une nouvelle partie de ta vie sont en construction. Là, maintenant, tout de suite. Allez, dis-moi en commentaire depuis combien de temps est-ce que vous êtes séparés. Moi, c'est Joy et tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux. Je viens de lancer la chaîne YouTube, je crois qu'on est 22 pour le moment, donc si tu veux donner la force, abonne-toi. Et si actuellement tu vis une rupture, je t'envoie beaucoup de douceur et je vous embrasse mes joyeurs.